Nous avons effectivement, comme tous les autres partis politiques, nous sommes entrés nous aussi en campagne. Quand vous me demandez comment nous nous déployons, moi personnellement, comme je l'ai dit par le passé, j'ai décidé de me mettre au service de tous mes autres camarades dont les listes ont été validées par l'ECAM et à l'issue des différents contentieux. C'est pour cela que, étant moi-même candidat pour la circonscription d'Union Ekeleo législative, j'ai néanmoins commencé ma campagne par EDEA, qui est le chef-lieu d'une autre circonscription électorale, la Sanaga Maritime. J'ai donc enchaîné le lendemain, le dimanche, par Makak qui est un arrondissement d'Union Ekele. Et puis, je dois maintenant prendre la route de l'extrême nord, puis du nord, puis le centre, l'ouest, le littoral, pour soutenir les autres camarades qui sont en course et dans les législatives dans ces régions-là et dans les municipales. Quand je parle de l'extrême nord, je pense à la liste du maillot Tsanaga Nord portée par M. Hamatoukour Gandhi. Je pense à la liste du maillot d'Anaï Nord portée par M. Atifi Ferdinand, qui est d'ailleurs aussi tête de liste de la commune, de la liste qui compétit dans la commune de Kaikai. Je pense au Diamare Ouest avec M. Kari Hamadou, au maillot d'Anaï Sud avec M. Kona Robert. Je pourrais vous en citer comme ça, M. Olivier Atimbok, au Bamboutos, ainsi de suite, ainsi de suite. Mo Simon dans le Mungo Sud et d'autres, Madame Abouem, Kuba Abouem, qui est candidate, tête de liste, je ne vous cite que les têtes de liste, dans le Mbam et Inubu. Et puis il y a toutes les autres listes, je crois en tout, un peu moins d'une quarantaine pour les communes. Ça va jusqu'à Kribi 1, Kribi 2, passe par le littoral, Yabassi, Nkonjok, sans compter effectivement Wabo Djibril, à Vouri Sud, ou encore Madame Nourishka, Nouran, bon, on l'appelle Nourishka, Nouran Fotsing, Nouran Molu, épouse Fotsing, qui était de liste à Vouri Est, Douala 3, Douala 5. Donc il y en a un bon nombre. Donc je ferai l'effort, autant que ma santé et la logistique me le permettront, d'aller aux côtés de ces camarades pour essayer d'associer mon image à la leur pour qu'il y ait une valeur ajoutée que nous espérons. Mais pour le reste, en dehors de ce qui me concerne moi, toutes nos autres équipes sont entrées en campagne. Nous diffusons davantage nos activités dans les réseaux sociaux parce que les médias, ce n'est pas toujours évident. Il n'y a visiblement pas eu de la part du média public un dispositif spécial comme cela a été le cas à la présidentielle avec des équipes affectées aux différents candidats ou aux différents partis qui devaient suivre. Bon, les médias privés sont dans les conditions économiques que nous connaissons. Donc souvent, pour pouvoir associer les médias à tout ce qui se fait partout, il faut, écoutez, une assise financière que des partis comme les nôtres n'ont toujours pas. Nous faisons comme nous pouvons, quand cela est possible. Bon, ce sont les partis beaucoup plus forts financièrement, beaucoup plus à l'aise, qui réussissent à mieux relayer ce qu'ils font. Mais de toute façon, nos équipes, je leur ai demandé, quand même il y aurait un peu de moyens, de privilégier ce que nous savons faire le mieux depuis que nous travaillons pour les inscriptions, c'est la proximité. Donc, la marche à pied, maison après maison, village après village, rivière après rivière, ou fleuve même quand c'est le cas, parce que parfois il faut traverser l'Oignon ou la Sanaga à pirogue pour rallier une localité ou une autre. C'est ce travail que nous faisons. Et puis il faut beaucoup se déployer pour la surveillance du vote. Parce que dans un contexte comme le nôtre, si vous ne surveillez pas le vote, ben, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous gagneriez
qu'on dirait que vous avez perdu. Ça, c'est le contexte camerounais. Donc, nous nous déployons aussi beaucoup dans la préparation de la surveillance du vote par nos militants et sympathisants. Évidemment, tout cela n'est pas facile, tout ce que je viens de vous dérouler, parce que ça coûte. Et à ce jour, au moment où nous passons cette interview, au mépris d'ailleurs de l'article 285 du Code électoral, qui précise bien qu'une fois que l'ECAM a publié les listes validées, les partis politiques en compétition doivent recevoir le financement public au prorata des listes qui sont en compétition. C'est une disposition légale. Mais tout porte à croire que nous sommes dans un pays où le financement public posé par la loi est une faveur. Donc, résultat des courses, bien que les listes aient été publiées depuis longtemps par l'ECAM, vous le savez mieux que moi, il n'y a toujours pas de financement public. Nous ne sommes pas en train de demander l'aumône ou une faveur. Nous parlons des dispositions légales. Donc, les partis politiques devraient déjà avoir reçu la première partie, comme le dit l'article 285 du Code pénal, du financement public, ce qui n'a pas été le cas jusqu'ici. Mais nous savons que nous vivons dans un environnement de démocratie truffé et parsemé d'embuscades et d'embûches. Nos camarades qui ont bien compris cela se battent comme ils peuvent, mais avec beaucoup de joie, beaucoup de passion, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de sérieux. Et cela, vous pouvez le voir au travers des images qui circulent, comme je vous l'ai dit tantôt, dans les réseaux sociaux. Alors, chaque fois qu'on oppose l'opposition au RDPC, ça me pose toujours problème. Le RDPC est un parti politique. L'opposition n'est pas un parti politique. Donc, il faut même que dans le langage journalistique, que l'on apprenne à opposer au RDPC d'autres partis politiques. Parce qu'il peut arriver un jour que d'autres partis politiques puissent avoir autant de listes que le RDPC. Non, vraiment, sur cette comptabilité des listes, il faut le savoir. Bien que ce soit le parti au pouvoir, le parti dominant, parce qu'il est au pouvoir. Mais si vous avez suivi l'actualité du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, à un moment, nous avons publiquement exprimé notre indignation parce que nous n'avons pas pu déposer au moins une trentaine de listes à cause du zèle des administrations. Je peux vous citer à la volée. Touboro, Vangan, ainsi de suite. Plein d'endroits où les dossiers étaient complets. Les sous-préfets avaient déserté, les services du Trésor avaient déserté, les maires avaient déserté, quand ils ne refusaient pas tout simplement de signer les papiers. Résultat des courses, beaucoup de ces gens se sont retrouvés au dépourvu et n'ont jamais pu déposer de liste. J'ai d'ailleurs demandé au président du conseil électoral, sur le fondement de l'article 10 du code électoral, de régler ce problème. Il a refusé de le faire. Donc nous aurions pu avoir, nous au PCRN, plus de listes que nous en avons. Donc il ne faut pas penser que si le RDPC a plus de listes que d'autres, c'est parce que le RDPC a plus de militants que d'autres. Mais non, c'est parce que même l'administration est à leur service pour éliminer un maximum de candidatures sérieuses avant même l'élection elle-même. Ça, c'est une chose. Mais pour revenir même au fond de votre question, l'opposition s'organise, et ce n'est pas nouveau. C'est vieux comme le monde. L'opposition s'organise, c'est-à-dire des partis qui sont dans une sorte de proximité idéologique ou méthodologique, peuvent parfois se mettre ensemble. Dans ce cadre-là, le PCRN est en partenariat avec plusieurs partis politiques. L'UDC, par exemple, derrière Sambaka à Douala, vous devez le savoir, où nous avons donné, je pense, la moitié des noms dans la liste de Douala premier, je crois. C'est exactement le cas également dans la liste de Douala Bonaberi, c'est Douala quatrième, je crois, je ne sais plus. Avec le PURS, où nous avons donné, je pense, un peu moins de la moitié sous la bannière du PURS. C'est le cas à Vouri 5, par exemple, à Douala 5e, où la liste portée par le PCRN est composée de candidatures venant de plusieurs autres partis politiques, tels que l'AFP, tels que le FPD qui avait investi d'ailleurs un des candidats à la dernière élection présidentielle, l'UPC même, ainsi de suite. Donc,
Nous avons travaillé avec plusieurs partis politiques. Je peux même vous prendre le cas de Mouanko, par exemple, où nous avons fait une liste également avec le MLDC de M. Yondo. Je crois d'ailleurs que le PCRN a donné, je crois, la moitié également là-dedans. Donc, nous avons travaillé avec un certain nombre de partis politiques. Parfois, c'est nous qui renoncions à donner notre bannière au profit d'une autre. Et à d'autres endroits, c'est les autres qui renonçaient à mettre en avant leur bannière en se mettant sous la nôtre. Donc, nous avons effectivement travaillé dans ce cadre-là. Donc, quand vous vous posez la question que vise l'opposition, mais l'opposition, en vous concédant, le terme générique d'opposition, en me disant que c'est par raccourci que vous ne voulez pas citer tous les autres partis qui sont en compétition, mais je vous dirais, nous y allons pour gagner. Nous y allons pour gagner. Et je n'ai eu de cesse de le dire, 2020 réserve d'énormes surprises. Le retour que moi j'ai du terrain, pas seulement du PCRN, j'en fais partie, je suis sur le terrain, mais je vois comment les autres partis politiques se déploient. Si les techniques et les stratégies de fraude du RDPC sont bloquées, c'est-à-dire se heurtent à une réelle organisation des partis en compétition, je peux vous garantir qu'il y a des victoires particulièrement inattendues auxquelles vous aurez droit au soir du 9 février 2020. Et je peux vous dire d'être très attentif, par exemple, sur ce qui se déroule ici dans le Foundi, par exemple pour les législatives où le PCRN a une liste en course. Et vous serez surpris de découvrir des députés élus en Foundi, tels que Fred, Axel Ebé, Sylvie Mouette ou Armand Okol d'ailleurs, que vous connaissez. Vous serez surpris de voir des personnes comme ça élues ici à Yaoundé au soir du 9 février 2020. Donc, rassurez-vous, nous y allons pour la victoire. Je le dis avec d'autant plus d'insistance que contrairement à ce que les gens croient, 2018 n'a pas encore livré tous ses secrets, je ne fais que le dire. Il y a eu la mascarade et tout ce qu'on veut, mais les populations camerounaises comprennent qu'elles peuvent tenir leur revanche avec les élections législatives de 2020. Parce qu'il est possible, comme en mars 1992, de faire échec à la victoire du parti dominant. Il est possible que les partis d'opposition, au décompte, et je vous concède encore le terme d'opposition, puissent avoir plus d'élus que le parti dominant. Et si on a pu l'avoir dans ce pays en mars 1992, alors qu'il n'y avait pas Elecam et tout ce que vous voyez aujourd'hui, je reste convaincu que cela est possible. Et nous ne sommes pas les seuls au PCRN à travailler pour que cela soit fait. Ben absolument. Nous sommes profondément préjudiciés dans 3 communes, en particulier Biyouha, Guibassal et Dibang. Nous sommes d'autant plus préjudiciés qu'une fois que nous sommes allés en pourvoi, nos pourvois ont été déclarés irrecevables, alors que toutes les autres affaires de même type, mais qui, elles, avaient été introduites sous la forme de l'appel, ont prospéré. C'est-à-dire tous ceux qui avaient été bloqués en instance se sont vus réhabilités pour les mêmes raisons. Et on nous a dit que c'était à cause d'une erreur. Parce que si vous vous êtes bien renseigné, il y a eu plus de 100 rejets de pourvoi, alors qu'il est connu de tous. Quand la matière, c'est le pourvoi qu'il fallait introduire, parce que les tribunaux administratifs avaient rendu des décisions en dernier ressort. Et tout le monde le sait, en matière processuelle. Quand une décision est rendue en dernier ressort, elle ne fait l'objet que de pourvoi, surtout en matière de contentieux administratif. Je vous prie de me laisser expliquer pendant 30 secondes ce qui se passe. Avant 2019, le contentieux administratif se déroulait uniquement à la Chambre administrative de la Cour suprême, qui est compétente en appel, selon les termes de l'article 40 alinéa 2 de la Constitution, pour le contentieux électoral des municipales et des régionales. Mais la loi, pas la Constitution cette fois, la loi de 2006 donnait compétence à la Chambre administrative de la Cour suprême de connaître
en instance les contentieux électoraux. Et la Cour suprême rendait donc des décisions en premier et dernier ressort. C'est pour ça que ça s'arrêtait là, en réalité. Ça n'allait jamais au-delà de cela. Ceux qui avaient même introduit des pourvois à l'époque, leur pourvoi était déclaré irrecevable. Pour la première fois donc, ça ne s'est plus déroulé à la chambre administrative, ça s'est déroulé au niveau du tribunal administratif. Et beaucoup de responsables des tribunaux administratifs ont estimé que, puisque la chambre ne se substituait plus aux tribunaux, il appartenait maintenant aux tribunaux de rendre les décisions en premier et dernier ressort. Il faut bien comprendre pourquoi ils ont réfléchi comme ça. Parce que la loi dit ceci. Lorsque les tribunaux administratifs rendent leurs décisions, elles sont immédiatement exécutoires. Et les décisions sont notifiées à ELECAM pour exécution. Et en droit, on sait qu'une décision ne devient exécutoire que lorsqu'elle est revêtue de la force de choses jugées. C'est-à-dire lorsque toutes les voies de recours ont été soit épuisées ou alors n'ont pas été sollicitées dans les délais impartis. Je rappelle d'ailleurs que la loi précise que les tribunaux administratifs ont 5 jours pour se prononcer. Alors que la loi est muette sur le délai au bout duquel les chambres que nous avons saisies en pourvoi ou en appel doivent se prononcer. C'est pour cela donc que sur le fondement de ce que je viens de vous dire, ils ont rendu des décisions en dernier ressort. Donc en fait, en théorie strictement, tous devraient s'arrêter là. On ne devait même pas aller en appel ou en pourvoi. Mais, comme c'était la première fois, nous avons, comme cela devait se faire, introduit des pourvois. Et ce ne sont que ces pourvois qui pouvaient être reçus sur le fondement notamment de l'article 116 de la loi de 2006, dont je viens de vous parler du 29 décembre, qui régit le fonctionnement des tribunaux administratifs, qui dit que lorsque les décisions sont rendues en premier et dernier ressort par les tribunaux administratifs, ces décisions sont susceptibles de pourvoi devant la chambre administrative de la Cour suprême. Donc, en réalité, pour cette raison, et même pour d'autres, qui sont liées au fait qu'on a soumis les tribunaux administratifs dans un délai de 5 jours pour se prononcer et qu'ils peuvent avoir commis même des erreurs, il fallait laisser les pourvois prospérer. Mais on a eu droit à une affaire totalement rocambolesque, au mépris même d'une juridiction constante, où la chambre administrative a reçu exactement pour les mêmes affaires et le pourvoi et l'appel. On vous déboute au pourvoi, mais on vous reçoit en appel, ce qui est absolument absurde. En tout cas, ils auraient pu même s'inspirer du droit français, où il y a un arrêt très clair du Conseil d'État qui dit qu'il n'y a pas appel. Donc, dans un cas comme dans l'autre, je le maintiens et je le dis, le droit n'a pas été dit. Et nous sommes d'ailleurs toujours, puisqu'on nous a dit que c'était une erreur des tribunaux administratifs, ben nous avons introduit des recours auprès des tribunaux administratifs, des recours en rectification d'erreurs. Donc, il est clair que si les recours prospèrent, donc ça donnera droit à d'autres audiences, c'est un autre contentieux que nous avons ouvert. Si les recours sont rectifiés, si les recours prospèrent et que les décisions rendues en dernier ressort sont donc rectifiées et qu'ils marquent maintenant que c'est en premier ressort, nous allons donc à nouveau saisir la chambre administrative pour qu'elle puisse connaître de nos réclamations dans le fond. Donc voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Le droit sur ces affaires n'a toujours pas été dit et nous allons nous battre jusqu'au bout tant que les marges nous seront données par la réglementation en vigueur pour que le droit soit dit. Parce qu'en l'état, nous avons été profondément préjudiciés. Ben là, on fera toute une autre émission pour cela, parce que c'est des questions sur lesquelles nous revenons tout le temps. Par exemple, là, puisqu'on parle des élections, on ne peut pas vous demander autant de pièces qui sont inutiles. Pourquoi on peut vous demander? Et l'extrait de l'acte qui est signé par le maire où vous êtes né, le maire compétent de la commune où vous êtes né. Et on vous demande le bulletin de casier judiciaire, déjà dans un contexte où on sait très bien
que la justice n'est même pas en mesure de savoir si vous avez été condamné ou pas. Parce que si vous avez été condamné à Karhaï, ou je ne sais trop où, et vous venez être candidat à Mulundu, il n'y a aucun dispositif informatique qui permet de le vérifier. Les impôts qu'on doit payer. Vous avez des gens qui ne mènent aucune activité. Ils ont... D'ailleurs, et là encore, c'est quelque chose de grave. La loi, elle parle de certificat de non-imposition, c'est-à-dire qu'elle sous-entend qu'il y a des gens qui ne sont pas imposés. Mais eux, ils ont institué le certificat de non-redevance, ce qui est totalement différent. Certificat de non-imposition, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas imposés et vous leur délivrez ce certificat. Le certificat de non-redevance, ça veut dire que vous ne devez rien à l'État. Donc, par principe, tout le monde doit payer. Résultat des courses, quelqu'un n'a aucune activité. On lui dit que, bon, comme tu habites quand même quelque part, il faut payer la taxe foncière et on lui fait un redressement d'1 an. Vraiment des choses qui n'ont pratiquement aucun sens. Voilà seulement sur les dossiers. On peut revenir sur le cas de l'ECAM. Pourquoi on doit rentrer encore dans les administrations qui sont inféodées par nos concurrents, le RDPC, pour obtenir des pièces? Pourquoi tout ne se ferait pas à l'ECAM? Même le paiement de la caution, pourquoi on n'installerait pas un service comptable? D'ailleurs, il y a déjà un service comptable à l'ECAM. Pourquoi on ne paierait pas à l'ECAM? Même les délais impartis. Quand on donne même à l'ECAM, ce n'est pas une dizaine de jours, pour connaître des dizaines de milliers. Vous savez, il y a 10 600 conseillers municipaux au Cameroun. Donc, si un seul parti dépose des dossiers pour tous les postes, ça fait que ce seul parti a déposé 10 600 dossiers. Le jour où il y aura 10 partis politiques qui vont déposer chacun autant de dossiers, il y aura 100 000, enfin, je ne sais plus, que le conseil électoral, c'est-à-dire le groupe de la quinzaine de personnes que je connais, devra examiner, je crois, en 10 jours. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, ça a donné le résultat que vous avez vu, où le président du conseil a appelé la presse. Il a commencé à lire des documents qui n'avaient ni tête ni queue. Vous trouviez là-dedans des gens qui sont et dans les rejets, et dans les ceci, et dans... Mais c'est ça. Parce que humainement, ce n'est pas possible. C'est lorsqu'on donne 5 jours aux tribunaux administratifs pour se prononcer sur un contentieux aussi volumineux. Ce sont des êtres humains. Ça donne les résultats que ça donne. Et bien d'autres choses sur lesquelles je pourrais revenir. L'indépendance de l'ECAM, l'autonomie de l'ECAM, le financement, ainsi de suite. Le contentieux. Il n'y a pas de contentieux des élections au Cameroun. Il n'y en a pas. Regardez les commissions, comment elles sont composées. On vous trompe, on vous dit que l'ECAM organise les élections. Et l'ECAM n'organise pas les élections. Et l'ECAM, c'est un prestataire courtier des élections au Cameroun. Vous voyez comment ça se passe? Ben, les commissions elles sont dirigées par l'administration, par la magistrature, composées en majorité par l'administration. C'est très compliqué. Donc, c'est un miroir aux alouettes. Je viens juste de vous donner là un petit aperçu, mais enfin, je pourrais m'étaler davantage. Donc, il y a un sérieux souci, mais nonobstant tout cela, j'aime toujours à rappeler que les quelques marches qui existent et qui sont le fruit des combats qui ont été menés par des gens qui sont entrés en politique longtemps avant nous, nous devrions pouvoir les exploiter. Et c'est pour ça que j'insiste tout le temps sur la question de la surveillance du vote. Parce qu'au moins, c'est une avancée. Lorsqu'on permet à chaque parti politique de pouvoir désigner dans un bureau de vote son représentant, si celui-ci est sérieux, et si ce parti politique peut mobiliser autant de personnes, vous pouvez quand même être sûr que ça va relativement faire chuter la fraude. Et c'est pour cela que vous avez vu qu'effectivement, nos adversaires inventent de nouvelles techniques de fraude à chaque fois, qui d'ailleurs maintenant sévissent en période préélectorale. C'est-à-dire la nouvelle technique, c'est d'éliminer même un maximum de personnes ou de candidats ou d'adversaires avant même l'élection elle-même et se garantir déjà une bonne marge de victoire et pour aller ensuite essayer de grappiller encore par la suite. Voilà le contexte camerounais. Oui, certainement. C'est-à-dire, encore faut-il que, je ne suis pas très renseigné, mais encore faudrait-il que le boycott ait eu pour principal mobile, parce que vous me demandez si le boycott peut faire bouger les lignes du code électoral. Oui, pourquoi pas. Ce n'est pas le premier boycott. Par le passé, le SDF a déjà boycotté des élections. L'UNDP a déjà boycotté des élections. L'UPC même a déjà boycotté des élections par le passé. Maintenant, est-ce que les boycotts qu'on a vus dans le passé ont
permis de faire bouger les lignes? Certainement. Vous savez, ça résonne quand même. Et ceux qui ont la charge d'organiser les élections ou d'améliorer les choses perçoivent quand même le message. Même si ce n'est pas toujours, je parle bien du passé, favorable forcément aux partis qui boycottent. Mais bon, enfin, ils ont boycotté, ils sont partis, ils sont souvent revenus. Ça fait partie du mode d'expression des partis politiques, pas seulement au Cameroun. Je viens de vous citer d'autres partis qui ont boycotté par le passé, et même partout dans le monde. Le boycott, même avant qu'il n'entre en politique, a toujours été un mode de contestation populaire. D'ailleurs, quand vous connaissez l'histoire du boycott, en fait, boycott au départ, c'est le nom d'un individu. C'était un ouvrier, je crois, dans les plantations, qui est fatigué du mauvais traitement, avait convaincu ses autres collègues d'arrêter de travailler. Ils ont jeté les outils de travail. Et c'est comme ça, en réalité, que c'est un Anglais, je crois. C'est-à-dire, il s'appelait boycott, ou un Irlandais, je crois. Et puis, le mot est né. Donc, c'est juste une façon de dire, on ne vient pas si les conditions ne sont pas améliorées. Donc, ça peut, il n'y a pas de doute. Enfin, quand je dis il n'y a pas de doute, je veux dire en comparaison avec ce qu'on a vu ici ou là, ça peut faire bouger les lignes par le passé. Mais moi, je continue à dire qu'on peut toujours faire bouger les lignes du code électoral sans forcément avoir à boycotter les élections. C'est pour ça que nous y participons. Parce que les lignes qui ont bougé jusqu'ici du code électoral, n'oublions pas que le code de 2012 est le fruit d'un combat qui a été mené par d'autres formations politiques avant que les nôtres n'arrivent. Ils n'avaient pas forcément eu besoin souvent de boycotter des élections. On peut s'organiser autrement. Parce que vous savez, les élections dans un environnement comme le nôtre, et je suis d'avis avec ceux qui pensent, ou qui ont souvent pensé que la politique de la chaise vide ne paye pas, ni ici, ni ailleurs. Parce que, voyez-vous, ces élections qui se tiennent en 2020, juste 2 ans après 2018, année au cours de laquelle, à la faveur de l'élection présidentielle, on a vu le Cameroun bouger véritablement. C'est-à-dire, je tiens à préciser qu'avec la participation des jeunes, on a quand même vécu en 2018 au Cameroun une sorte d'émulation, une sorte d'enthousiasme qu'on n'avait pas vécu il y a longtemps au Cameroun. Et moi, je reste convaincu qu'il faut continuer à aller aux élections pour convertir cet enthousiasme en réelle force politique qui peut, in fine, faire basculer les choses. Prenez par exemple, il y a eu plus d'inscrits sur les listes électorales en 2019 qu'en 2018, année d'élection présidentielle. Et les élections couplées, notamment les élections locales couplées, ont toujours connu des taux de participation particulièrement relevés. Si vous prenez le cas de 2013, je crois que c'est allé à plus de 76%. Donc c'est dire que pour moi, c'est une occasion effectivement de mobiliser la masse électorale pour qu'elle puisse exprimer sa volonté de sanction, en tout cas pour qu'elle puisse exprimer vis-à-vis de ce que nous vivons au Cameroun depuis bientôt 40 ans. Maintenant, comme je le dis toujours, participer, décider de participer, c'est un droit. Il y a le droit de participer et tout le monde a le droit de l'exercer. Ou en tout cas, tout le monde est libre de l'exercer. Ne pas participer, c'est aussi un droit que les uns et les autres ont la liberté d'exercer. Donc pour moi, ceux qui y participent ont le droit d'y participer, ils exercent leur liberté. Ceux qui n'y participent pas ont effectivement le droit de ne pas participer et exercent leur liberté. Au bout, vous savez, souvent c'est les leaders politiques qui décident. Et comme on dit, souvent c'est la fin qui justifie les moyens. C'est-à-dire qu'avec le temps, on pourra toujours juger de qui avait tort ou raison de participer ou de ne pas participer. Pour le moment, ce qui compte, c'est d'écouter tous les messages qui sont délivrés. Et par ceux qui participent et par ceux qui ne participent pas, parce qu'au bout, c'est tout cela qui construit solidement l'édifice démocratique dont nous avons tous besoin. Alors, pour moi, cette disposition est à la fois une avancée et une reculade. Une sorte de paradoxe, en tout cas tel que je l'analyse. Une avancée par rapport à ce qui se faisait déjà. Évidemment, jusqu'ici, les 14 localités dont vous parlez ne faisaient pas l'objet d'élections. C'était des délégués de gouvernement. Donc déjà en soi, c'est une première avancée
que les super-maires, en fait, je veux dire qu'à la tête de ces municipalités, des grandes agglomérations, ce ne soient plus des personnes nommées, mais des personnes élues. C'est la première avancée. La deuxième avancée, c'est que jusqu'ici, les personnes nommées étaient toujours originaires de la ville concernée. C'est-à-dire, à Edea, c'était un natif d'Edea, à Nkonsamba, un natif de Nkonsamba, à Bafoussam, un natif de Bafoussam, ainsi de suite. Désormais, celui qui pourra occuper cette fonction ne sera plus seulement un natif de la localité, mais un natif de toute la région. Ça veut dire qu'on peut imaginer aujourd'hui qu'un ressortissant des ECA soit délégué du gouvernement à Yaoundé. On peut imaginer aujourd'hui qu'un ressortissant de Malantoine soit super-maire de Bafoussam. Voilà encore une avancée. En revanche, la reculade vient de mon point de vue de ce que il n'y a pas mieux que les grandes agglomérations pour expérimenter l'intégration nationale. Il n'y a pas mieux que les grandes agglomérations pour expérimenter le vivre ensemble. C'est pour ça que je reste convaincu que, comme on a pu avoir à Douala par exemple, un natif de la partie septentrionale maire, je veux parler de M. Fadil, il fallait plutôt encourager cela. Il faut plutôt permettre à quelqu'un, quel que soit d'où il vient, mais si la personne est suffisamment établie dans la ville, parce que je rappelle que c'est une élection. Donc, si un Kirdi ou je ne sais trop quoi, un ressortissant de Doumentan est durablement établi à Garoua et qu'il y a élu domicile et qu'il est accepté par les populations, peut-être pour son ancienneté d'établissement, peut-être pour les œuvres qu'il a réalisées et tout le reste, et qu'il aspire à devenir super-maire et que les populations l'acceptent, parce que la démocratie, c'est le peuple qui doit décider. On ne peut pas restreindre l'expression de la volonté du peuple. On ne peut pas restreindre le champ d'expression de la souveraineté par des lois. Les lois doivent plutôt faire le contraire. Promouvoir le libre choix souverain par le peuple. Donc, il n'appartient pas à la loi de sanctionner ou d'exclure des allogènes. Il appartient au peuple de dire si un allogène a le droit ou pas de présider aux destinées de notre cité. C'est pour cela que moi, je reste convaincu que c'est des choses que nous pouvons corriger dès mars prochain. Parce que n'oublions pas qu'une fois que l'élection se sera déroulée le 9 février, une nouvelle Assemblée nationale sera élue et elle siégera dès mars 2020. Et je pense qu'à cette occasion, des anomalies comme celle-là, parce que je considère comme étant anomalies, tout en concédant les avancées qu'il y a eu. Mais on va les préserver, mais on devrait aller plus loin et mettre un terme à cette exclusion que de mon point de vue, qui de mon point de vue est antinomique avec la pratique, que j'espère est largement partagée par les Camerounais.